quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je l'avais là. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, non, non, non. Mais shoot, espèce d'idiot! Non, 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 non. Non. Oh, mince. Tire à distance. Oui. Un partout. Génial. C'est fou que ça marche encore, même si c'est hyper pixelisé. Ce jeu vidéo de foot est sorti en 1995, ça fait un bail. Bonjour à tous, et soyez les bienvenus dans Xenius. Aujourd'hui, Gunnar et moi sommes au musée des jeux vidéo à Berlin et nous allons nous affronter dans 5 disciplines. On a commencé avec le foot, la France contre l'Allemagne. Et pour l'instant, le score est très serré. Il va y avoir du sport. L'industrie du jeu vidéo, c'est du sérieux. Un marché dont le chiffre d'affaires annuel jongle avec les milliards. Ne profite pas de la situation, toi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le secret de ces jeux, sur ordinateur ou sur console. On aimerait bien savoir quels effets ces jeux ont sur les joueurs. Ça te fait quoi, toi? Ça me passionne. Allez, allez, allez. Wow. Oui! J'ai gagné. Félicitations. Merci, je suis super contente. La technique ou le graphisme de ce jeu vous semble un peu rudimentaire? Eh bien, au début, c'était encore pire. Pong est le tout premier jeu vidéo à devenir populaire. Destiné initialement aux bornes d'arcade, il fait rapidement son entrée dans les foyers via les consoles. Fort de ce succès, le jeu vidéo se lance dans la course aux étoiles. Dans Space Invaders ou Galaxian, il s'agissait de défendre la Terre contre des aliens. Dans Asteroids, il fallait affronter des objets célestes. Pac-Man sort en 1980. C'est le premier personnage de jeu vidéo doté d'une identité propre. Voici Polyplay, la seule borne d'arcade de RDA. L'un des jeux, Le Loup et le Lièvre, s'inspirait directement de Pac-Man. L'année 1983 voit la naissance du plus mythique des personnages de jeux vidéo, Mario. À la fin des années 1980, tout le monde se passionne pour les séries de jeux vidéo d'aventure telles Monkey Island, qui deviendra un classique. Au XXIe siècle, avec le contrôle du mouvement, de nouveaux horizons s'ouvrent aux jeux vidéo. Des connexions Internet sans cesse plus rapides feront exploser des jeux de rôle en ligne comme World of Warcraft, avec des millions de joueurs dans des univers ludiques infinis. Ça va encore? C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Tu fais ça très bien. J'avoue que pendant un temps, quand j'étais adolescente, je jouais si souvent à Tetris que pour moi, le monde entier s'était transformé en écran de Tetris. Je marchais dans la rue et je voyais basculer des espaces entre les voitures et les immeubles. En lisant, j'essayais d'en placer entre les lettres et les lignes. Et je continuais de les voir en rêve. On aurait dit que mon cerveau était entièrement tétrisé. C'était fou. Attention! Ça y est, j'ai perdu. Nous sommes en compagnie de Monsieur Lange, le conservateur du musée. Bonjour. Ce jeu est assez simpliste, finalement. Mais à l'époque, il occupait une place colossale. Absolument. Tetris illustre bien le fait qu'un jeu n'a besoin ni d'un graphisme fantastique, ni d'un son époustouflant pour avoir du succès. Il s'agit plutôt d'atteindre un équilibre entre la mécanique de jeu, le graphisme et le son. Il n'en faut pas plus. Et ça a été une réussite, alors qu'on était déjà à la fin des années 80. Puis, le vrai succès est venu avec la Game Boy, en 1989. Tout à fait. Dans la cour de l'école, en voiture, sur la banquette arrière. On jouait vraiment partout. En fait, plus c'est simple, plus on devient accro. C'est ça? Il est certain qu'un facteur essentiel du succès des jeux vidéo, c'est qu'ils soient faciles à comprendre, qu'on puisse tout de suite entrer dedans. Le niveau de difficulté doit être bien dosé. Les défis doivent arriver au bon moment. Il faut que ce soit accessible, sans être trop facile. Prenez les jeux mobiles.
Ce qui tourne aujourd'hui sur les portables, c'est exactement le même principe. Moi, je viens de me faire battre sur mon propre terrain, le foot, parce que je ne savais pas sur quel bouton appuyer pour frapper. C'est bête, hein? Tu vas m'expliquer comment ça marche et on fera encore une partie de Tetris. Volontiers. C'est tout simple. Avec le bouton jaune, tu mets les blocs en rotation et tu les mets de manière à ce qu'ils forment une ligne. Voilà, ce bloc, là, tu peux le placer là. Ici, sur le côté, oui. Tu as un bonus? Oui, j'ai un bonus là. D'accord, j'ai tout loupé. Bon, j'abandonne. Game over pour moi. On joue vraiment l'un contre l'autre? Oui? Et voilà. La petite danse russe. Le match de foot de tout à l'heure, c'était le jeu des types cool. Je ne l'avais pas chez moi, et vous avez pu constater que je manquais d'exercice. Celui-ci, par contre, je l'avais. C'est une sorte de Jeux olympiques d'été, et je cassais tout le temps le joystick. C'est la troisième partie de la compétition, et Caroline mène 2-0. J'ai le dos au mur, en fait. On a choisi le 100 mètres. J'ai hâte de voir ça. Voyons un peu qui va gagner. En godille, C'est ça. appuie. Nouveau record. 9-15. Je n'avais plus qu'à aller me rhabiller si ça n'avait pas marché. Le score n'est plus que de 2-1. Et je pourrais dire à ma mère que je me suis démis l'épaule en courant le 100 mètres. Comme quoi, il suffit de quelques pixels pour s'amuser. Aujourd'hui, c'est encore mieux. On se fait des films entiers. Et c'est distrayant en plus. Mais d'un point de vue scientifique, la question se pose de savoir si les jeux vidéo sont bons, mauvais ou entre les deux. Encore un? Si tu veux. Sport, action ou tir subjectif, les jeux vidéo sont un loisir de masse. Auprès des enfants et des adolescents, ce sont surtout des jeux du style Mario Kart ou Fortnite qui remportent la palme. Chez les adultes, ce sont des jeux de foot comme FIFA qui font un tabac. À partir de 18 ans, on se passionne pour des jeux de guerre comme Call of Duty ou la série d'action-aventure GTA. Les joueurs, aussi appelés gamers, ont actuellement une moyenne d'âge d'environ 35 ans, mais c'est le groupe des plus de 50 ans qui connaît la plus forte croissance. Il fut un temps où les effets du jeu faisaient couler beaucoup d'encre et généraient beaucoup de recherches. On se demandait notamment quelle était l'influence des contenus explicitement violents sur les joueurs. Les jeux vidéo encouragent-ils la violence ? Les jeux de tir ont même été associés à des cas de folie meurtrière. Qu'en est-il vraiment ? Christian Montag est psychologue et cela fait une dizaine d'années qu'il se penche sur les effets des jeux vidéo. Il a pu constater que les jeux violents pouvaient faire baisser la capacité d'empathie chez les joueurs fréquents. L'imagerie médicale a mis en évidence que les aires cérébrales dédiées aux émotions étaient moins activées chez les joueurs fréquents que chez les joueurs occasionnels. Cela dit, les différences n'étaient pas énormes et il ne faudrait pas surestimer ces résultats. Notons aussi que pour la plupart de ces études, l'approche n'était pas vraiment longitudinale. On n'est pas allé voir ce qui se passait une heure plus tard, voire à plusieurs jours de distance. C'est précisément la question que s'est posée Simone Kuhn. Avec son équipe, cette psychologue de Hambourg fait jouer de jeunes adultes, avec ou sans expérience, à la série GTA interdite aux moins de 18 ans. Quelques jours plus tard, elle teste le potentiel d'agression des participants.
Le principe directeur était d'appliquer toutes les procédures ayant déjà mis au jour une augmentation de l'agressivité dans le cadre d'autres jeux. Les membres du panel ont eu tout le loisir de jouer 2 mois durant. Nous ne les avons pas testés immédiatement après le jeu, mais un autre jour, à un moment où ils n'avaient pas encore joué. Et dans ce cas de figure, nous n'avons constaté quasiment aucun effet sur l'agressivité. Ça, c'est pour les adultes. Les mineurs ne devraient pratiquer que des jeux qui leur soient clairement appropriés. Question suivante. Les jeux vidéo rendent-ils bêtes? À l'université de Bochum, des neuropsychologues ont proposé à 2 groupes de joueurs, les uns fréquents, les autres occasionnels, d'assimiler certaines combinaisons de cartes. Résultat, les joueurs expérimentés étaient nettement plus performants et l'aire cérébrale dédiée aux apprentissages était chez eux particulièrement active durant le test. Pour s'exercer au processus cognitif, rien de tel que les jeux exigeants en la matière. Ceux impliquant la navigation ou la mémorisation sont particulièrement indiqués. La pratique des jeux vidéo améliore-t-elle nos capacités intellectuelles au quotidien? Christian Montag reste sceptique. C'est comme la question de savoir si les jeux vidéo génèrent un comportement agressif. En réalité, la plupart du temps, les effets sont de très faible ampleur. Une analyse tout à fait intéressante vient de sortir. Il s'agit d'une enquête qui compile tout ce qui a été publié en la matière, soit plus de 300 études. Résultat, même quand c'est le cas, les effets sont si minimes qu'ils peuvent être considérés comme négligeables. Bien sûr, les chercheurs ont établi que certains jeux permettaient d'accroître des aires cérébrales importantes pour l'orientation dans l'espace et la motricité fine, mais on observe aussi des effets négatifs sur le volume du cerveau. C'est ce qu'a constaté Christian Montag. Avec son équipe, il a procédé à des IRM sur un groupe composé à part égale de joueurs fréquents et de joueurs occasionnels. Puis, il les a fait jouer 6 semaines durant au jeu en ligne World of Warcraft. Il a ensuite fait effectuer de nouvelles IRM. La comparaison avant-après a montré que toutes les personnes testées présentaient une diminution de la matière grise dans une aire du cerveau qui contrôle notamment les comportements de dépendance. Il n'est pas question ici d'extrapoler, mais de constater que les jeux vidéo risquent bien d'entraîner une baisse du volume cérébral. C'est là un fait nouveau, et c'est très intéressant, notamment dans le cadre de nos investigations en matière d'addiction. Les jeux vidéo rendraient-ils dépendants? Signe éventuel de dépendance, certains joueurs ont bien des peines à s'arrêter. Ils négligent leurs amis, leur famille, leurs études ou leur travail. En Allemagne, une étude représentative menée en 2016 a établi que cela concerne en moyenne 5,7% des 12-25 ans. Dans une décision d'ailleurs contestée, l'OMS a même classé la dépendance aux jeux vidéo parmi les pathologies. À cela vient s'ajouter un phénomène qui fait tiquer les chercheurs. Sur les smartphones sont proposés de plus en plus de jeux gratuits qui doivent inciter le joueur à passer un maximum de temps sur ces plateformes. Pour les entreprises présentes sur ces plateformes, plus de temps, c'est aussi plus de données collectées, lesquelles permettent de mieux connaître l'utilisateur en question et de mieux le bombarder de publicités personnalisées. Conclusion de ces recherches, les jeux vidéo violents ne rendent probablement pas violents, du moins pas les adultes, et ils ne rendent pas plus bêtes non plus. Mais leur action sur le cerveau n'est pas encore élucidée, le plus gros problème étant clairement le risque de dépendance. Nous sommes toujours au musée des jeux vidéo à Berlin. Nous continuons notre voyage dans le temps. Nous voici arrivés aux années 90, dans un petit salon très cosy. On va demander au chef, à votre avis, les jeux vidéo sont-ils nocifs, oui ou non? C'est là un débat qui, en principe, n'est plus d'actualité. Notre point de vue a évolué au fil du temps. Nous pensons qu'il existe effectivement des jeux déconseillés aux enfants. Ce sont des jeux pour adultes, comme c'est le cas pour des films ou des livres. Mais ils ne sont pas mauvais pour autant, juste inadaptés à une certaine tranche d'âge. C'est un peu différent en ce qui concerne la question de la dépendance. C'est notamment le cas pour les portables, que nous avons toujours sur nous. Nous pouvons jouer en permanence, et cela risque de constituer un danger.
surtout si on souffre déjà d'un déficit quelconque. Mais là aussi, les jeux vidéo ne sont pas la cause du problème. Ils ne font que remplir un vide préexistant et qui a une origine différente. Ce qui est fascinant, c'est la diversité qu'il peut y avoir en la matière. Parlez-nous des différents genres. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'on ne peut pas parler des jeux vidéo en général, étant donné leur très grande variété. Ainsi, des gens qui aiment les jeux de simulation ne s'intéresseront pas aux jeux d'action, et vice-versa. Les jeux d'aventure sont un genre très ancien, qui a un peu perdu de sa popularité. C'est un genre axé sur la narration, une sorte de livre interactif en somme. Mais c'est captivant aussi. Et puis maintenant, avec les portables, il y a quantité de jeux d'adresse auxquels on jouait dans le temps sur les bornes d'arcade. Il s'agissait uniquement d'adresse, puisqu'il fallait se dépêcher de jouer et de remettre une pièce. Cela fonctionne très bien sur les petits écrans de portable, surtout les jeux les plus simples. Quoi d'autre? Il y a bien sûr les jeux en ligne, qui font beaucoup parler d'eux. Encore que ce ne soit pas un genre en soi, puisqu'il y a de nombreuses variantes. Globalement, à partir du début des années 2000, avec World of Warcraft en 2004 par exemple, il y a eu une sorte de tournant. Les connexions haut débit sont devenues suffisamment répandues et bon marché pour que des milliers de joueurs puissent se rencontrer sur les serveurs dans des univers ludiques auxquels ils contribuent personnellement. Minecraft, par exemple, est basé sur la création dynamique. C'est un domaine qui a vraiment gagné en importance aujourd'hui. Bon, eh bien maintenant, je propose qu'on passe à notre prochain défi. On joue à quoi là? Un classique parmi les jeux multijoueurs, Mario Kart. On peut y jouer à 4, d'où son côté festif. Et voici la 4e discipline. À droite toute. Non. Oh non, ça recommence. Un peu plus en arrière si tu veux passer la glissière. Tu as l'air ravi. Je boude. C'est fini. Et au moins, il y a la finale. Très bien. Ok. Le jeu continue. C'est vrai que c'est drôle, même si ça m'a mise de mauvaise humeur. Certains chercheurs vont jusqu'à dire que les jeux vidéo sont bons pour la santé. Pour ces jeux-là, pas besoin de joystick. Qu'il s'agisse de moto ou de raquettes de ping-pong, tout passe par le corps. C'est plus facile pour les joueurs. En effet, ici, ce sont tous des personnes âgées. Une fois par semaine, les résidents de cette maison de retraite de Hambourg se retrouvent pour jouer ensemble. Ces jeux ont été spécialement mis au point pour leur tranche d'âge. Et la console, la Memorbox, est tout aussi spéciale. Je ne connaissais pas. Mes enfants jouaient bien aux jeux vidéo, mais je ne me mêlais pas de ça. La technique me fascinera toujours. C'est fou ce qu'on peut faire comme progrès avec de tout petits mouvements et un peu de concentration. On s'amuse bien. C'est très bien de s'amuser, mais il faut aussi stimuler la santé. Ces jeux de santé font partie des jeux sérieux. Pour adapter leur console aux besoins des personnes âgées, les développeurs ont travaillé avec des médecins. Leur approche, un programme d'entraînement sur la base d'un jeu vidéo, à titre de prévention. La pratique de ces jeux permet d'exercer la station debout et la démarche. Elle ralentit le déclin cognitif et inclut socialement. Or, nous savons bien que tout cela aide à bien vieillir. Des études vont évaluer l'efficacité de ces jeux. Dans celui du facteur, il faut distribuer des lettres en temps limité. Il s'agit non seulement d'améliorer la motricité des joueurs, mais aussi de prévenir la démence. Pour ce faire, Simone Kuhn s'emploie à perfectionner le jeu. La nouvelle version consistera à faire distribuer des colis dans une ville en 3D, ce qui stimulera la représentation spatiale et la concentration.
En ce qui concerne la démence, nous savons que certaines aires cérébrales diminuent de volume et continuent de s'atrophier au fil de la maladie. Nous espérons que les jeux vidéo pourront stimuler la croissance de ces zones et par là même contrer la pathologie. Pour savoir si la pratique des jeux vidéo ne ferait pas augmenter le volume cérébral des personnes test, Simone Kuhn leur fait régulièrement passer des scanners du cerveau. On attend les résultats. Cette neuroscientifique sait que les jeux vidéo agissent plus précisément sur 2 aires cérébrales, justement celles qui tendent à s'atrophier avant même que ne survienne la démence. Il s'agit surtout de l'hippocampe et du cortex préfrontal. Or, ces 2 régions sont plus particulièrement impliquées dans l'orientation spatiale. Si je veux rallier les points A et B, je dois activer ces 2 zones. Et plus je les utilise, plus elles augmentent de volume. Espérons que cela pourra empêcher la démence de se déclarer. Cela fait des années que Simone Kuhn étudie les vertus thérapeutiques des jeux vidéo. Elle a fait jouer des personnes dépressives à Boson X, un jeu d'action. Certains symptômes caractéristiques de la dépression ont diminué. Le phénomène est encore à l'étude. Les jeux sur smartphone auraient-ils un potentiel thérapeutique? C'est une des pistes que l'on explore ici. À Darmstadt, des doctorants de l'Université de technologie ont mis au point une sorte de jeu de Pac-Man dans la vraie vie. Le joueur collecte des pièces et il est poursuivi par des esprits qui, en fonction de sa forme physique, vont courir plus ou moins vite. Stefan Goebbels voit dans les jeux sérieux un espoir considérable pour la médecine. La différence, c'est le côté ludique. Avec les thérapies traditionnelles, il y a des exercices, les apprentissages, la cognition. On se contente de les faire et c'est fini. L'avantage avec les jeux, c'est que le bénéfice obtenu est plus durable. D'où la motivation. Le grand classique des jeux sérieux, en provenance des États-Unis, est destiné aux enfants cancéreux. C'est Rémission. Conçu à l'origine comme jeu en vue subjective où l'on tire sur des cellules cancéreuses, il a évolué depuis dans différentes directions. Le but est de détruire la tumeur à tous les stades. Ce jeu peut être un soutien pendant le traitement. Cela renseigne sur la maladie, sur son mode de fonctionnement et sur le fait qu'on peut lutter contre. C'est une motivation pour suivre scrupuleusement la thérapie. En respectant bien les prescriptions, les chances sont bonnes de s'en sortir. Stefan Goebbels a créé une banque de données qui réunit les jeux sérieux. Jusqu'à présent, les caisses d'assurance maladie allemandes ne subventionnent pas les jeux de santé. Pourquoi cela ? Les caisses d'assurance maladie voient bien qu'elles devraient faire quelque chose. Elles trouveraient ça parfait si nous avions déjà des preuves de ce que l'on peut obtenir avec ces jeux de santé. Il est certain qu'elles investiraient plus si nous avions le label test clinique. Ce genre d'essai clinique prend au moins 2 ans. Il faut recruter les patients, les former, les examiner avant et après. Il est clair que cela pose problème au marché car il faut du temps avant d'avoir en main des données scientifiques sur ces jeux. Mais je pense tout de même que c'est important et que l'on ne peut pas vanter les vertus thérapeutiques d'un produit avant de l'avoir testé scientifiquement. Il faudra donc attendre que Simone Kuhn ait terminé son étude pour pouvoir jouer au facteur sur ordonnance. Ces produits ont déjà modifié notre regard sur les jeux vidéo. Pourtant, médecins et développeurs en sont bien conscients, ces jeux ne suffisent pas. Je ne crois pas que les jeux vidéo puissent remplacer la thérapeutique, mais ils pourraient constituer un traitement d'appoint, une sorte de bonus apporté aux personnes testées et aux patients. Et cela permet de poursuivre la thérapie chez soi. Où qu'ils se trouvent, ils pourraient lutter contre leur maladie. Ne serait-ce que pour se maintenir en forme. Et si, en plus, on s'amuse, on pourrait jouer bien plus souvent, comme dans cette maison de retraite. Quant à savoir si ce jeu-là est bon pour notre santé, vu notre énervement, nous avons des doutes. Et maintenant, la finale. Oui, le score est de 2-2. Et voici la dernière épreuve. C'est de nouveau du foot. Absolument. C'est en principe le même jeu que tout à l'heure, mais 23 ans plus tard et donc 23 fois mieux. On y va ? J'ai hâte de voir ça.
C'est là. Ah oui, Attends. Où est le ballon? qu'il rejoigne ses potes au lieu de shooter. Ses potes? Mais oui. Ah, allez, allez. But. Oui. Non, non. Quoi? Si? Non? Pourquoi non? Je sais pas, hors-jeu. Oh non. Non? Non. Terminé. 0-0. Pas moyen de nous départager. C'est la vie. Mais c'est assez juste en fait. Oui. On était plutôt bons, non? Serre-moi la main, je l'ai essuyé. Très bonne initiative. Je ne sais pas vous, mais nous, on s'est bien amusés. Et comment? Alors à la prochaine fois. On fait encore une partie? Encore une petite. Oui. Allez, on tente le coup. C'est moi qui commence. La faute, carton jaune. Oui, mais pour toi. Ah, dommage.